Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on perd pas de temps, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et au passage, j'ai bien noté vos retours, vous êtes très nombreux à avoir apprécié la petite recommandation de livre dans la vidéo d'hier, donc je prends ça en compte et dans les jours à venir, si jamais je vois qu'il y a des documentaires, des livres ou autres qui ont un lien avec les actualités du moment et que je peux vous recommander, eh bien je le ferai du coup dans les vidéos qui viennent. Allez, premier sujet du jour, je vous en parlais hier, on va parler de la vaccination contre le Covid en France puisqu'il y a pas mal de changements et donc ça vaut le coup de faire un petit point aujourd'hui. D'abord, première chose, lundi soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les personnes qui ont déjà été infectées par le coronavirus pourront recevoir une seule dose des vaccins Pfizer et Moderna contre 2 doses jusqu'ici habituellement. En fait, comme ces personnes ont déjà été contaminées, leur corps reconnaît le virus et il se protège déjà plus vite, donc une dose devrait suffire selon le ministère pour ceux qui ont déjà été testés positifs. Autre annonce qui a été faite par le ministère de la Santé, les Français qui ont entre 50 et 75 ans et qui ont des fragilités pourront désormais se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. C'est en fait un vaccin qui était en discussion ces dernières semaines au sein de l'Union Européenne et qui en l'occurrence n'est pas recommandé pour toutes les tranches d'âge, d'où les études approfondies. Vous l'imaginez, l'objectif de ces deux annonces, c'est donc d'accélérer la vaccination en France pour que le plus de personnes possible puissent être vaccinées d'ici à cet été. Pour l'instant, on compte environ 3 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le coronavirus. Ça représente 4,4% de la population française et c'est légèrement en dessous de la moyenne des pays européens puisqu'ils sont par exemple 5% en Espagne, 4,9% en Allemagne ou encore 4,8% en Italie. De ce côté, le Royaume-Uni est bien au-dessus, c'est pas 4 ou 5% mais bien 30% de sa population qui est vaccinée, plus de 20 millions de personnes. Mais alors pourquoi le pays a-t-il autant d'avance? Eh bien il y a deux raisons. Première raison, ça tient en une phrase, le gouvernement britannique a autorisé et commandé les vaccins plusieurs semaines avant l'Union Européenne. Alors l'Union Européenne de son côté dit que c'est parce qu'ils ont étudié en profondeur les vaccins, négocié les meilleurs prix, etc. Mais d'autres disent qu'ils n'ont tout simplement pas été assez efficaces, notamment par rapport au Royaume-Uni. Et puis deuxième raison pour laquelle le Royaume-Uni est en avance, les pays de l'Union Européenne ont pris du retard car les vaccins AstraZeneca étaient en rupture de stock au début. Or, comme le laboratoire AstraZeneca est en partie britannique et que le Royaume-Uni avait payé avant les Européens, eh bien le Royaume-Uni a été le seul pays livré pendant un petit bout de temps. Bref, quoi qu'il en soit, la promesse d'Emmanuel Macron, c'est que tous ceux qui veulent se faire vacciner puissent le faire avant la fin de l'été, alors qu'aujourd'hui, c'est seulement les personnes les plus fragiles. Le gouvernement veut aussi passer de 3 millions de personnes vaccinées aujourd'hui à 9 millions de personnes vaccinées d'ici fin mars. Bref, normalement, ça devrait s'accélérer. On verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Allez, on continue avec un deuxième sujet. On va parler du geste symbolique d'Emmanuel Macron pour tenter d'apaiser les tensions entre la France et l'Algérie. Alors ces tensions existent depuis la guerre d'Algérie qui opposait de 1954 à 1962 la France à des nationalistes algériens militant pour l'indépendance de leur pays, un pays qui était donc à l'époque une colonie française. Alors dans le cadre de cette guerre d'Algérie, il y a eu des personnes faites prisonnières dont un qui est très connu, Ali Boumendjel, c'est un avocat et militant de l'indépendance algérienne et il est mort en 1957 juste après avoir été arrêté par l'armée française. Jusqu'ici, l'État français affirmait qu'il s'était suicidé peu de temps après avoir été fait prisonnier, mais cette version en l'occurrence a été contestée, notamment en 2001 lorsque un ancien général français, Paul Ossarès, a admis la torture et l'assassinat d'Ali Boumendjel qui a été en réalité jeté du haut d'un immeuble. Sa veuve, qui est aujourd'hui décédée, militait depuis des années pour que sa mort soit reconnue comme la responsabilité de la France. Et si je vous en parle cette semaine, c'est parce que hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a officiellement reconnu qu'Ali Boumendjel a été torturé et assassiné par l'armée française en 1957. Et très concrètement, il a reçu personnellement 4 de ses petits-enfants à l'Elysée pour leur annoncer directement. Alors vous l'avez compris, même si le président français ne parle pas de repentance ni d'excuses, cette reconnaissance officielle de l'État français reste importante, surtout que l'Algérie s'apprête à fêter ses 60 ans d'indépendance l'année prochaine en juillet 2022. La France souhaite donc tout faire, je cite, pour avancer vers l'apaisement et la réconciliation. On verra dans les semaines à venir si c'est jugé suffisant par les Algériens. Allez, on passe à un autre sujet et c'est d'ailleurs à la une de la vidéo du jour. Il se pourrait que votre smartphone vous écoute non-stop et des nouveaux éléments viennent le confirmer cette semaine. En fait, un lanceur d'alerte français
Thomas Le Boniek a dévoilé dans les médias Loopsider et Europe 1 les coulisses d'une écoute massive d'Apple sur des centaines de millions de clients. En 2019, Thomas Le Boniek a travaillé pendant 2 mois pour un sous-traitant d'Apple appelé GlobeTech qui était missionné par Apple pour analyser les données d'utilisateurs d'iPhone. Le problème, c'est que ces données étaient souvent des conversations privées enregistrées sans que les utilisateurs ne le sachent par l'intermédiaire de l'assistant vocal Siri. En gros, ce qu'il explique, c'est que votre iPhone pouvait enregistrer des parties de vos conversations alors que vous ne vous adressiez pas du tout à Siri et que votre téléphone était simplement posé sur une table. Thomas était donc chargé d'écouter ces bouts de conversation enregistrés officiellement pour améliorer Siri, mais officieusement aussi pour identifier les noms de marques, de musique, de lieux ou encore de contacts de certains utilisateurs. Le lanceur d'alerte affirme avoir écouté au total plus de 46 000 enregistrements en 2 mois et certains parfois très intimes voire assez glauques. Il a par exemple expliqué à Loopsider avoir quitté son travail après avoir entendu l'enregistrement d'une personne pédophile. Bref, vous l'imaginez, ces révélations relancent évidemment les accusations envers les grandes entreprises de la tech, notamment Facebook, Amazon et Google, qu'on accuse chaque année d'écouter leurs utilisateurs via les micros de téléphone ou des enceintes connectées pour ensuite leur proposer de la publicité ciblée, ce que nient aujourd'hui ces entreprises. De son côté, Apple a décidé de changer son fonctionnement depuis 2019. Désormais, seuls les utilisateurs de Siri qui ont accepté préalablement d'être enregistrés peuvent l'être et les enregistrements restent anonymes. Et au-delà de ça, Apple reste aujourd'hui un des géants de la tech les plus avancés en matière de respect de la vie privée par rapport à Google notamment, qui est bien différent sur cet aspect. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui est assez complexe, on peut pas rentrer dans les détails aujourd'hui entre ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les zones de flou, mais du coup si ça vous intéresse, vous le savez, je vous mets des petits liens directement en description. Allez, comme tous les jours et avant le débat, la ville du jour, etc., on est parti pour un résumé des actualités importantes en bref, et on commence avec un premier sujet. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré aujourd'hui qu'un retour à une vie plus normale pouvait être envisagé dès la mi-avril en France, et ce justement notamment grâce à la vaccination. Bon alors je sais, dit comme ça c'est assez flou, mais ça pourrait vouloir dire la fin du couvre-feu, voire la réouverture de certains lieux comme les restaurants ou encore les cinémas. En tout cas c'est donc une plutôt bonne nouvelle pour notre quotidien, même si attention, le gouvernement reste très prudent et surveille la situation sanitaire de très près. Il y a notamment une vingtaine de départements qui sont encore en état d'alerte et demain le Premier ministre Jean Castex devrait tenir une conférence de presse et potentiellement annoncer des mesures dans ces départements. Du coup logiquement vous le savez, je le dis souvent, mais on vous tient au courant dès demain. Deuxième actu, en France on en parlait il y a quelques semaines, c'est désormais officiel, le groupe d'extrême droite Génération Identitaire, connu pour ses opérations anti-migrants et des happenings contre le racisme anti-blanc, a été dissous ce matin en Conseil des ministres. Très concrètement, ça signifie que l'assaut en tant que tel n'existe plus, donc il n'y a plus de budget, plus de président et plus personne ne peut parler au nom de Génération Identitaire. De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé sur Twitter que cette organisation incitait à la discrimination, à la haine et à la violence. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? C'était pas forcément évident à deviner, c'était peut-être un peu plus dur que Lille ou encore Marseille ces derniers jours, mais j'étais à Agadir au Maroc et aujourd'hui j'ai une anecdote qui est pas forcément la plus joyeuse que je pouvais vous raconter aujourd'hui. En fait à Agadir, il y a quelques dizaines d'années s'est déroulé le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire du Maroc. Le 29 février 1960 à 23h40, Agadir a été détruite en seulement 15 secondes par un immense tremblement de terre. 15 000 personnes, soit un tiers de la population de la ville à l'époque, sont mortes sur le coup. Plus de la moitié ont été blessés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la ville était construite jusqu'ici sur une faille sismique, donc lors de la reconstruction dans les années 60, le roi du Maroc a décidé de reconstruire la ville plus au sud pour éviter que ça se reproduise à l'avenir. Quoi qu'il en soit, c'est désormais aujourd'hui la deuxième plus grande ville du Maroc avec 600 000 habitants et c'est une très grande destination touristique, en tout cas évidemment quand il n'y a pas le coronavirus. Alors il n'y a pas de débat hier, mais il y a un débat aujourd'hui, je vous l'ai promis, c'est un débat assez sensible donc je compte sur vous pour être respectueux dans les commentaires. La France devrait-elle présenter officiellement ses excuses pour la colonisation de l'Algérie? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans
l'onglet communauté et à ce moment-là vous pouvez participer au sondage du jour en un clic ainsi qu'au sondage des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je vous l'ai dit comme à chaque fois, rendez-vous sur Insta pour d'autres contenus exclusifs. On approche du 1 000 000 d'abonnés. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.